Donc aujourd'hui, on va faire une émission où on va parler de crypto avec Florian. Donc vous allez voir, c'est pas une émission consacrée à des experts, mais une émission, un échange, on va dire, consacré aux débutants, à ceux qui ont déjà entendu parler de crypto, mais qui ne se sont jamais lancés. Donc voilà, on va parler de ça avec Florian. Bah écoute, Florian, déjà bonjour. Salut à tous, salut. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Un bon dimanche quand on enregistre, donc tout va bien. Eh ben, super, ben, c'est parfait. Le dimanche, c'est parfait pour ça en fait. Tout le monde est tranquille, reposé. Donc, on ne pouvait pas trouver mieux. Voilà. Déjà, C'est vrai. je te remercie d'avoir accepté de parler avec moi. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Et est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt, prêt Ouais. à être soumis aux questions. Ben écoute, déjà, on va commencer par la question qui est la plus importante en crypto, qui est, Florian, qui est Satoshi? C'est la grande inconnue encore un jour. On ne sait toujours pas qui c'est. On a beaucoup d'imposteurs qui se réclament de ce Satoshi. On a beaucoup de suspicions sur des personnes, une personne en particulier qui est décédée, qui est Al Finney, qui était un des ingénieurs qui a travaillé, enfin on va dire ingénieur voilà, qui a travaillé sur le code initial de Bitcoin. Mais ouais, il y a beaucoup d'inconnus à ce sujet, et moi, je serais incapable de répondre. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un capable de répondre? Hormis Satoshi, c'est pas sûr, hein? Ouais, c'est très difficile à dire, hein. Je pense que ouais, personne n'est capable, d'autant plus que le portefeuille original de Satoshi, qu'on peut voir sur la blockchain Bitcoin, ne bouge plus depuis des années. Donc, Ouais. est-il mort? Est-il toujours vivant? Parce que Satoshi, donc pour expliquer aux gens, c'est donc celui qui aurait créé Bitcoin. Et étant donné que son portefeuille ne bouge plus, ça voudrait dire que la supply chain, ou en tout cas le nombre de Bitcoin en circulation, ou de Bitcoin total, est déjà assez limité. Ça veut dire que si lui qui a, donc si Satoshi qui a des Bitcoins sur son portefeuille ne les touche plus, ça veut dire qu'il y aurait encore moins de Bitcoin en circulation que ce qu'on pense. Ça C'est veut dire- ça, en fait, il y en a à peu près 1 million. Donc, sachant qu'il y a 21 millions de bitcoins à C'est émettre, il n'y énorme. en aurait que 20 en réalité de disponibles. Mm. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est, comment dire, cette part d'inconnu rend le Bitcoin aussi tellement euh, magique en quelque sorte et énigmatique, enfin, par rapport aux autres Oui, cryptos, hein. que ça soit la création et l'aventure qu'a connu le Bitcoin depuis sa création, c'est vrai il y a un caractère un peu fou, et puis il y a la communauté autour qui rend les choses encore plus dingues, quoi. C'est clair, hein. Et justement, je voulais te demander, ben, depuis quand, Florian, tu t'intéresses aux cryptos et puis quand est-ce que tu as commencé à investir? Alors, je me suis intéressé aux cryptos à partir de, il me semble, juin 2020, la fin du dernier bull run, en fait. Donc je suis arrivé pour la fin des festivités. Et très rapidement en fait j'ai investi des petits montants. Puis en allant toujours plus, puisqu'au début comme un bon débutant, bah, j'ai FOMO quoi. J'ai investi, j'ai investi dès que ça montait comme un fou. Et puis du coup je me suis retrouvé piégé à la fin. Mais bon voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc bref, mi-fin 2021, j'ai commencé à découvrir puis investir dans les crypto-monnaies en général, en commençant par Bitcoin. Donc tu as investi, donc comme tu l'as dit en fin de cycle, au moment où tout était en fait à son, comment dire, tout était cher, c'est ça? Exactement. Hmm. J'ai eu l'occasion de faire quelques petits trades intéressants où j'ai vendu à temps, disons, mais pour la plupart, je me suis fait piéger comme un rebelle, quoi. Hmm. Je pense que c'est une bonne chose malgré tout, parce que quand vous investissez de l'argent et que vous perdez cet argent, ou en tout cas une grande partie, vous êtes beaucoup plus vigilant et vous faites les choses avec beaucoup plus de recherche et d'attention au prochain cycle. Je ne sais pas si ça a été ton cas. Oui, alors moi, ça a été une leçon d'apprendre que, bon, en vérité, le Bitcoin, si on le garde, il faut juste avoir la force mentale de le garder, mais je dirais que le Bitcoin, c'est peut-être le plus sûr, le coin le plus sûr qui va remonter, sur lequel, voilà. Concernant les autres, ça donne une leçon à savoir, il faut vraiment pas placer il faut vraiment pas placer comment dire, son cœur dans les cryptos, quoi. Il faut pas tomber amoureux de sa crypto, il faut savoir la vendre quand on a fait des profits, et puis c'est tout. Et puis il faut se dire qu'il faut pas.
faut pas hold une crypto éternellement parce que, contrairement à part Bitcoin et Ethereum, on n'a aucune certitude sur le fait que ça va remonter, quoi. Voilà, exactement. En gros, c'est pareil pour tous les actifs, c'est-à-dire que soit vous êtes un insider, ou soit vous connaissez vraiment un projet à fond, et vous savez que peu importe son prix, vous savez que c'est de la bombe, donc vous le holdez, vous le conservez, et vous savez que il sera donc évalué à son juste prix par le marché. La question est de savoir quand. Soit si vous êtes donc juste un investisseur, c'est-à-dire que ce que vous voulez en fait c'est de l'argent, investir pour gagner. Comme l'a dit Florian, il ne faut surtout pas tomber amoureux de sa crypto par exemple. Il faut savoir acheter, mais il faut savoir aussi vendre. Et il y a des moments où les cryptos ça explose, il y a des hypes sur certains projets, et puis il y a des fois où ça retombe, et il y a des fois où il faut vendre. Vendre, c'est le plus dur, hein. Voilà, je dis ça à ceux qui nous écoutent et qui sont débutants. Vous allez voir que acheter, c'est beaucoup plus facile en fait que vendre. Et d'ailleurs, Florian, ma question c'était en fait qu'est-ce qui t'a attiré dans les cryptos? Comment tu en es venu à t'intéresser aux cryptos? Alors, c'est d'abord en entendant parler par des connaissances d'un réseau que je fréquente, des gens de confiance qui disaient voilà, il y a un vrai intérêt si vous voulez, en tout cas, gagner de l'argent. Et puis, dans ce réseau, il y avait aussi des gens il y a des gens qui pensent vraiment au caractère révolutionnaire de la crypto-monnaie. Alors, au début, j'adhérais pleinement, et puis avec le temps, je relativise un peu plus cet aspect révolutionnaire. Je ne pense pas que Bitcoin deviendra une monnaie qui remplacera tout à terme, etc. Mais en tout cas, il y a des fonctionnalités, il y a une technologie qui a un vrai plus, quoi. Mais est-ce que ça a ce caractère révolutionnaire, tout ça? Bon, j'en suis moins convaincu. Il y aura certainement des applications, mais je pense que c'est pas la peine de s'emballer plus que ça. Donc voilà, au début, quand je me suis intéressé, je me suis un peu emballé avec tout ça, quoi. D'accord, donc en gros, voilà, c'est ce que dit Florian, c'est-à-dire que en général, il y a deux catégories de gens qui investissent en crypto. Ceux qui investissent parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils veulent faire de l'argent, ils voient la crypto comme un moyen oui, d'augmenter soit son patrimoine ou en tout cas d'investir. Alors ça peut être soit du gamble, c'est-à-dire un peu comme si vous jouiez au loto, vous avez toutes sortes de coins, ou alors peut-être en investissant sur des projets un peu plus sérieux, où vous avez une chance en fait de gagner de l'argent. Et puis donc il y a l'autre catégorie qui est intéressée par la tech. La tech en crypto est vraiment intéressante. Moi, je dois dire que je suis beaucoup plus du côté investissement que du côté tech, mais que vous soyez en fait, que vous le fassiez pour la tech ou pour les potentiels gains, peu importe. On va en parler plus tard, mais moi, je vous conseille fortement d'investir dans les cryptos. Florian, est-ce que tu avais déjà investi justement dans d'autres actifs comme la bourse, l'or ou même l'immobilier? Alors, j'avais acheté un peu d'actions en bourse précédemment, euh, avec un succès moyen. Voilà, donc j'étais pas très positionné sur les marchés, j'étais pas très actif sur les marchés boursiers, mais j'avais déjà acheté quelques actions. D'accord, oui, donc tu étais déjà attiré par ce côté investissement. Exactement. D'accord, ouais. Donc, si tu veux, Florian, on va expliquer humblement, hein, je précise qu'on n'est pas des experts crypto, mais des gens voilà, qui se sont intéressés à la crypto et qui, avec quelques connaissances qu'on va vous partager, et ben voilà, vous inciter ou disons qu'on va peut-être sortir certaines peurs en vous de se lancer, parce que c'est toujours dur de se lancer, de commencer à investir. Je pense que si vous écoutez cette vidéo, vous avez forcément entendu parler des cryptos déjà, et je pense que la plupart d'entre vous ont pensé à investir un jour, mais soit ont peur, soit sont peut-être en fait freinés par l'accessibilité qui est quand même toujours compliquée. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des cryptos aujourd'hui, certes c'est plus simple qu'il y a quelques années, mais ça reste quand même, je veux dire, la crypto c'est tout un langage, il faut savoir où acheter, comment. Donc si tu veux Florian, on peut parler de ces choses tranquillement. Avec plaisir. Déjà, à la question comment achète-t-on des cryptos? Comment as-tu fait toi? Alors moi, je suis passé par ce qu'on appelle un échange centralisé, donc c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une banque en fait, mais pour les crypto-monnaies. Ça fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire que vous allez sur cet échange centralisé, vous payez avec un moyen de paiement, c'est-à-dire soit un virement, soit une carte bancaire, généralement c'est les deux principaux, puis vous achetez, soit vous déposez votre cash sur cet échange centralisé, et puis depuis cet échange centralisé, en fait, vous transformez votre cash en crypto, soit vous pouvez directement acheter la crypto via le virement ou carte bleue.
Et en fait, après, vous avez en quelque sorte une ligne de compte chez cet échange centralisé qui correspond à la crypto. Si vous achetez un Ethereum, par exemple, sur un échange centralisé, bah, vous aurez une ligne de compte équivalent à un Ethereum sur Binance. Voilà, pour parler du gros échange centralisé qui est sur lequel, par exemple, j'ai commencé et duquel je ne suis jamais vraiment sorti pour des raisons pratiques de les frais sont les plus bas. Voilà. Et puis bon, comme je disais tout à l'heure, là aujourd'hui, vous avez la possibilité d'investir dans les cryptos, d'acheter de la crypto avec des banques. Moi, je pense à Revolut, Florian. Donc moi, je suis aussi passé par Binance. Donc voilà, j'ai eu en fait le même parcours que toi. Et puis après, donc je suis passé par Revolut, tout simplement parce que j'avais des frais qui sont plus élevés que pour Binance. Mais pour des questions de simplicité, puis disons que j'étais en train de... J'ai acheté fin octobre, donc la dernière fois, fin octobre, début novembre. Il y avait des mouvements haussiers, j'étais sur l'application, j'ai acheté, voilà. Mais peu importe où vous achetez vos cryptos, vous avez toujours moyen de transférer vos cryptos de votre exchange, d'accord, donc de cette banque de crypto en ligne vers un autre wallet. Donc aucun souci. Mais voilà, je pense que acheter de la crypto aujourd'hui est déjà beaucoup plus facile que ça ne l'était même il y a 2 3 ans. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est Oui, quand même, ça s'est facilité, oui, quoi. oui, ça s'est simplifié. Et puis ils ont réglé tous ces problèmes avec les moyens de paiement, etc. Ils ont quand même vachement simplifié ça. Donc c'est vrai que c'est devenu assez accessible. Puis surtout, là, je pense que la plupart d'entre vous ont vu que on a beaucoup parlé de Bitcoin par rapport à l'ETF Bitcoin. Donc voilà, je pense que vous savez de quoi je parle. Si c'est un moyen de s'exposer au Bitcoin sans en détenir directement, quoi. Tu achètes une part d'un trust en quelque sorte. Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez acheter soit votre crypto, votre Bitcoin directement, soit par le biais d'un ETF. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile. L'ETF, c'est nouveau, ça, 1 mois. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus facile. On voit que le Bitcoin est sur des plus hauts depuis quasiment, je crois, 2 ans. Donc voilà, les choses se passent, c'est un bon timing pour investir. Donc renseignez-vous. Si vous voulez investir sur les cryptos, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est voilà, on va dire qu'on vous explique à travers notre manière de penser ce qu'on fait, ce qu'on voit. Voilà, on vous explique en fait comment vous pourriez peut-être procéder. Mais en tout cas, si vous aimeriez bien investir, ne tardez peut-être pas trop. Et puis après, quand est-ce que vous allez vendre, ça c'est vous qui déciderez. Et donc, maintenant une question très importante, pas aussi importante que qui est Satoshi, mais presque. Quelle crypto acheter, Florian? Parce que des cryptos, il y en a un sacré paquet. Et Ouais. quand on est débutant, à part Bitcoin et peut-être Ethereum, je veux dire, c'est un peu la foire. Donc, sans que ce soit un conseil d'investissement, vers quelle crypto un débutant devrait se tourner d'après toi? Alors, c'est vrai que la paire BTC-Ethereum, si vous voulez investir, ça m'apparaît quand même, ça doit devoir être la base un peu de votre porte-monnaie parce que c'est encore une fois, c'est ceux vers lesquels on a le plus de, c'est ceux pour lesquels on a le plus de certitude. Après, sorti de là, si vous voulez vous amuser, je pense qu'il faut chercher des cryptos qui sont neuves et qui ont quand même un certain intérêt derrière, ou en tout cas une hype qui les porte. Donc quand on parle de hype, on parle de l'intelligence artificielle, toutes les cryptos qui peuvent avoir un rapport avec l'intelligence artificielle, avec le RWA, donc ce qu'on appelle Real World Asset. Donc en fait, c'est des cryptos qui ont pour fonction ou des blockchains plutôt qui ont pour fonction de connecter le monde réel avec le monde de la blockchain. Donc par exemple, ce dont a parlé le patron comment il s'appelle, BlackRock, en disant la tokenisation c'est le futur, la tokenisation des actifs c'est le futur. Bah voilà, typiquement, vous avez une maison, vous la divisez en parts de propriété, puis chaque part, vous, en fait, vous l'inscrivez sur la blockchain, puis c'est cette blockchain-là voilà, qui est spécialisée dans ça. Donc, vous avez des cryptos en rapport avec le RWA, vous avez aussi une technologie qui s'appelle le DePIN, donc c'est-à-dire le partage de données, le partage de moyens de travail, par exemple pour les cartes graphiques avec RNDR qui fait du partage de puissance de calcul. Voilà, vous avez ça, c'est un peu les nouveaux narratifs qui carburent un peu le gaming aussi. Il y a les cryptos spécialisés dans le gaming comme Beam, etc. L'idée, c'est de chercher des cryptos qui sont neuves quand même, parce que celles qui ont déjà performé, il y a de fortes chances que ça ne reparte pas. Voilà, donc en fait, ce que dit Florian, c'est que un moyen d'investir, et ça c'est d'ailleurs valable en bourse, en crypto, vous avez ce qu'on appelle, et même dans l'immobilier d'ailleurs, vous avez des tendances.
Donc en ce moment, vous n'avez pas pu passer à côté, vous avez la tendance vous avez eu la tendance, mais ça se poursuit, de l'intelligence artificielle. Et vous avez toujours des tendances comme ça, encore une fois, soit dans la bourse, soit dans les cryptos. Donc l'intelligence artificielle, ça a été, on va dire, hypé et trendy en anglais dans la bourse et dans les cryptos. Vous avez vu en bourse Nvidia qui a complètement explosé et qui est justement complètement corrélé à l'intelligence artificielle. Mais tout à l'heure, je disais que c'est pareil dans l'immobilier, c'est-à-dire que à un certain moment, vous avez des villes qui sont plus hypées, qui sont plus tendances que certaines, et puis ça bouge comme ça. Donc voilà, ce sont des cycles. Moi, ce que je dirais, si tu permets, Florian, juste pour compléter ton propos, Je t'en prie. quand quel crypto acheter et pourquoi? D'après moi, le bon raisonnement, surtout si vous êtes débutant, parce que je m'adresse à des débutants, c'est qu'avant d'acheter des cryptos, vous définissiez en fait quel type d'investissement vous voulez faire. Si vous achetez du Bitcoin aujourd'hui et que vous voulez garder votre Bitcoin pendant 5 ans, 10 ans ou plus, vous pouvez acheter, vous mettez ça de côté, vous oubliez, voilà, parce que vous avez une vision long terme. Maintenant, si vous avez une vision court terme, c'est-à-dire que vous achetez dans l'espoir de revendre dans quelques semaines en essayant de faire un x10, ce qui est possible en crypto-monnaie, c'est possible. Le court terme avec des gains absolument incroyables, c'est possible et pourquoi pas. Par contre, il faut toujours garder en tête que votre manière d'investir sera toujours corrélée au risque et au rendement. C'est-à-dire que en achetant du Bitcoin, une crypto comme Bitcoin ou Ethereum, vous avez, alors il y a toujours du risque en investissement, hein, mais vous avez peu de risques que Bitcoin ou Ethereum aillent à zéro. Ça veut dire que vous avez peu de risques de perdre votre argent. Par contre, vous avez peu de chances de faire des gains, on va dire un x10 dans l'année qui vient. Encore une fois, c'est que du peut-être, personne ne le sait. Par contre, si vous achetez certaines coins avec l'espoir de faire un x10 dans 3 mois, c'est possible. Par contre, vous avez, donc c'est ce que je disais, cette corrélation entre risque-rendement, vous avez beaucoup de chances de perdre tout votre argent. Donc, avant de commencer à investir, définissez combien, j'aime pas cette expression, mais combien vous êtes prêt à perdre. C'est déjà la première chose. Et puis, ce que vous pouvez faire, parce que parfois les gens pensent soit tout all-in, soit comment dire, investir, mais comme une sorte d'épargne, c'est-à-dire faire 4-5% par an, ça suffit, c'est safe. Vous pouvez aussi être entre les deux, c'est-à-dire faire une allocation de votre somme d'argent que vous êtes prêt à investir. Une allocation, c'est-à-dire que vous allez mettre tant de pourcentage, admettons que vous investissez 5 000 euros, vous allez mettre peut-être 50% dans le Bitcoin et l'Ethereum, donc ça va représenter 2 500 euros. 30% sur des coins qui sont un peu moins moins safe, mais qui restent quand même des coins avec un certain historique, une bonne équipe derrière, et puis des coins, ça c'est le plus important, qui ont un intérêt. C'est-à-dire qui ont un intérêt soit pour le gaming ou autre, c'est-à-dire que les gens achètent. Donc vous allez peut-être consacrer 30%, et puis après vous allez consacrer 15, 20%, voire moins, moi je vous conseille moins, sur ce qu'on appelle des shitcoins, c'est-à-dire des coins avec une volatilité extrême. Donc voilà, tout dépend de votre manière d'investir. Comme l'a dit Florian, vous pouvez jouer sur les hypes. Le top, c'est, alors ça c'est très dur, mais si vous pouvez voir en fait les tendances à venir, si vous pouvez donc anticiper les nouvelles tendances. Donc ça voudrait dire que vous pourriez vous placer dès maintenant, et ça ce qu'on dit c'est évidemment possible sur des cryptos, mais sur des actions. Et donc anticiper pour avoir des gains futurs qui seront, on l'espère, très grands. Donc du coup Florian, quel crypto tu conseillerais d'acheter? Si on dit un top 5, ça serait quoi? Alors moi, à titre personnel, j'ai pas de Bitcoin, j'ai que de l'Ethereum. Pareil pour moi, ouais. Parce que pour moi, Bitcoin a une très grosse market cap maintenant, et puis ça va être difficile d'espérer des gros gains. Vous pouvez espérer un x2, peut-être un x3, mais je pense que Ethereum a plus de potentiel en plus, parce que là, il est un peu sous les radars avec les histoires d'ETF, mais n'oublions pas qu'on attend la validation d'un ETF pour Ethereum aussi. Ça arrivera certainement, parce que du moment que BlackRock en fait, dépose une demande, c'est toujours accepté à la fin, donc pas se faire de soucis. Après, pour ma part, j'ai acheté un peu de Celestia, qui est la blockchain qui distribue des airdrops comme pas permis. C'est clair, ouais. Voilà.
Et puis, j'ai acheté Pendle aussi. Pendle uniquement parce qu'il y a une hype derrière, c'est-à-dire la hype en lien avec le restacking, toutes les histoires de restacking sur Ethereum, voilà. Donc ça, et puis pour le reste, je ne suis pas trop exposé parce que, je ne sais pas si on en reparlera au cours de l'émission, mais moi je suis plutôt à chasser les airdrops. Donc j'ai pas envie je préfère m'investir à chasser les airdrops plutôt qu'à chercher des pépites, à acheter, etc. Parce que ça me fatigue de surveiller les cours, alors que là, il y a un côté interactif avec les airdrops. Donc, je suis peu exposé. Si je devais acheter, j'achèterais du RNDR, certainement. Et puis voilà, c'est... Florian, pour les débutants, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce qu'un airdrop? Alors, un airdrop, c'est en fait une récompense que vous donne un protocole développé sur une blockchain Ethereum pour avoir interagi avec lui avant qu'il ait créé son token, donc avant qu'il ait créé sa crypto-monnaie. Vous avez, imaginons, le protocole qui s'appelle BAM, le protocole BAM qui va vous permettre de faire de déposer des crypto-monnaies et percevoir un revenu. Et puis, il n'a pas de token natif au début, le protocole. Donc voilà, vous faites vos interactions, vous déposez un peu d'argent, vous laissez, vous empruntez, etc. Et au bout de 10 jours, le protocole BAM va annoncer, ben voilà, pour récompenser nos premiers utilisateurs, on va allouer 10% de notre supply total de tokens aux premiers utilisateurs et puis on va vous distribuer gratuitement en fait des tokens, donc le token BAM qui va avoir une certaine valorisation. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Celestia, ou ce genre de choses. Donc Ou, voilà. ou Donc pour c'est ça, un Dim airdrop, en fait. cette C'est une semaine? récompense. Ouais. Je disais pour Dim cette semaine, je sais pas si tu as vu, mais Oh, voilà, ça, ouais. exactement, pour Dim aussi. Enfin, c'est assez incroyable. Justement, Florian, il y a une question que j'aimerais te poser aussi, que sûrement pas mal de gens se posent. Bah, c'est vrai, quand on est débutant, ben, le langage crypto, c'est pas évident. Il y a beaucoup de nouveaux mots, la plupart d'entre eux en anglais, comme le mot blockchain. On entend souvent parler de blockchain. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que veut dire blockchain? Alors en fait, la blockchain, c'est une technologie qui vise à transformer des données par des puissances de calcul et à les inscrire sur un réseau qui s'inscrit sur le réseau Internet en général, et puis à valider, inscrire, développer des différentes transactions par l'inscription dans des blocs, en fait, le tout validé par des immenses puissances de calcul. En tout cas pour Bitcoin, après pour Ethereum, c'est un peu pareil avec des versions différentes, parce qu'il y a Proof of Work, Proof of Stake, mais voilà, c'est plus compliqué, mais c'est une technologie basée sur des puissances de calcul qui vise à inscrire des données sur un réseau particulier, en quelque sorte, et à les rendre du coup infalsifiables, publiques, etc. Super. Écoute, avant de passer aux autres questions, j'aimerais juste parler de quelque chose dont tu as parlé il y a quelques minutes, pour expliquer aussi quelle est ma psychologie par rapport à... Alors moi, comme Florian, j'ai de l'Ethereum. Je n'avais pas d'Ethereum jusqu'à il y a quelques mois. Je crois que j'ai acheté l'Ethereum il y a 2 mois. Avant, par exemple, j'ai acheté alors, j'ai acheté pas mal de coins, évidemment, depuis 4 ans. Mais là, donc, en octobre-novembre, j'ai acheté un coin qui s'appelle Avalanche. J'ai acheté justement parce que j'ai pensé, alors à raison, tant mieux, qu'il avait un fort potentiel de croissance, d'accord? Donc il a fait à peu près x5 entre novembre et janvier. Donc moi je me suis retiré. Alors, il y a beaucoup de chance évidemment. Hein, si vous voulez, je pourrais aussi vous dire les fois où j'ai perdu. Donc voilà, parfois on gagne, parfois on perd. Mais bon, j'ai acheté donc ce coin. J'ai fait entre x3 x4. Et ma manière de penser après ça a été de conserver mon capital, d'accord? Donc j'ai retiré en fait ce cash vers Noël et j'ai investi sur de l'Ethereum, tout simplement parce que l'Ethereum fera certainement pas un x20. Par contre, qu'il fasse x2, x3, voire x5 en 2024, c'est très possible. Florian a dit qu'il n'avait pas de Bitcoin justement pour cette raison, parce que le Bitcoin, même s'il est plus safe dans un sens que l'Ethereum, il n'a pas des potentiels de gains qui sont aussi forts, aussi élevés que l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, Bitcoin sont deux blockchains, sont deux blockchains, oui, mais ce sont deux coins qui ont qui sont, on va dire safe, d'accord, qui ont très peu de chances de vraiment tomber à zéro ou même de ne plus exister. Mais si vous voulez vraiment investir et gagner de l'argent, l'Ethereum a
vous pouvez avoir des gains potentiels beaucoup plus élevés sur Ethereum que sur Bitcoin. Voilà, c'est juste ce que je voulais expliquer en fait par rapport à ce que tu avais dit avant. Florian, maintenant je voulais te poser une ou deux questions de psychologie. La psychologie, c'est ultra important quand vous investissez, croyez-moi. Vous allez voir votre portefeuille, votre argent monte, enfin la somme en fait de votre argent monter, descendre, surtout avec les cryptos. C'est très volatile. Parfois vous allez être en gain, parfois vous allez être en perte. Vous allez voir que vous allez sentir des petites démangeaisons au niveau de l'estomac. Et donc je voulais parler de ça avec toi. Quels seraient tes conseils pour des personnes qui sont en perte après avoir acheté des cryptos ou alors en gain? Admettons que quelqu'un qui nous écoute se dise, OK, Florian m'a convaincu, je vais acheter de l'Ethereum demain. Le prix est, je crois, à 2500 $. OK, je vais acheter 2 Ethers pour donc 5000 $, 5000 euros à peu près. On est quasiment sur la parité. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui verrait, par exemple, comment dire, la valeur de l'Ethereum descendre à 2000 ou 1500 euros ou alors monter? Est-ce que tu as, par exemple, des astuces pour gérer ce stress? C'est délicat parce que bon, il faut avoir confiance dans l'Ethereum. Je pense que il faut savoir, ça malheureusement, vous pouvez que croire ce qu'on vous dit, mais il y a un vrai intérêt derrière l'Ethereum. Il y a vraiment des institutionnels qui se positionnent pour en acheter et il y aura certainement, il y a beaucoup de choses qui se construisent autour d'Ethereum. C'est vraiment une crypto-monnaie solide. Donc, elle va performer. Il se peut qu'elle rebaisse parce que les marchés crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Mais en fait, à part, si vous n'êtes pas un trader, si vous n'êtes pas dans le court terme, vous achetez et vous coupez tout en fait. Si vous sentez pas la force, le seul moyen de vous aider, c'est de ne plus regarder votre portefeuille une fois que vous avez acheté de l'Ethereum, je pense. Après, voilà. Malheureusement, là, si vous voulez apprendre, la seule chose, c'est souffrir en fait, qui va vous donner le Exactement. recul nécessaire sur les choses. Et quand vous aurez pris un moins 50% dans les dents et puis que vous n'aurez pas vendu puis que vous verrez remonter, bah, vous commencerez à souffler. Euh, voilà, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'investir sur Bitcoin, Ethereum, c'est de ne pas regarder votre porte-monnaie. Et puis, si vous n'en avez pas la force, c'est de ne pas trader, tout simplement. Exactement. C'est vrai que souffrir, alors ça a l'air, comment dire, violent comme ça, mais c'est exactement ça. Vous savez, sur toutes les applications de trading aujourd'hui, vous avez des comptes démo. Alors les comptes démo, c'est bien, mais à courte échéance, on va dire euh, court terme. Pourquoi? Le compte démo, il faut se dire que ça va vous aider à apprendre comment utiliser la plateforme de trading. Le problème avec un compte démo, c'est que c'est pas votre argent et vous n'allez pas en fait sentir ce que ça fait de perdre ou de gagner de l'argent. Et on apprend vraiment, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est comme quand on fait du vélo, on apprend quand on tombe et quand on a mal. En trading, c'est pareil, c'est-à-dire que vous apprendrez réellement que lorsque vous aurez des douleurs. Vraiment, croyez Florent, croyez-moi. Donc voilà, tu parles beaucoup d'Ethereum, Florian. Est-ce que je voulais te demander quelque chose par rapport à Ethereum? Je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Par contre, il y a un point que je vois souvent revenir, c'est on va dire un gros inconvénient d'Ethereum, ce sont les frais de la blockchain. Est-ce que tu penses pas que ça peut être quelque chose comment dire, qui fasse en sorte que Ethereum ne se développe jamais, contrairement à par exemple Solana ou même Avalanche que j'aime beaucoup, ou d'autres blockchains. Il y a évidemment plein de blockchains. Hein. Évidemment, on passerait la journée à toutes vous les citer. Est-ce que tu penses pas justement que les frais sur la blockchain Ethereum sont un frein au développement de cette blockchain? Bah, écoute, c'est vrai que c'est hors de prix d'interagir sur la blockchain Ethereum. Tu as raison de dire que ça pourrait être un frein, mais force est de constater que non, puisque le développement sur la blockchain Ethereum ne s'arrête jamais. Et en fait, euh, j'ai l'impression que Ethereum est finalement en train de se transformer en une sous-couche de base pour plein d'autres blockchains
qui interagissent dessus. Et qu'en fait, Ethereum va devenir indispensable et va performer du fait que ça va devenir en fait la base de plein d'autres blockchains. Tu parlais d'Avalanche, typiquement Avalanche, c'est une blockchain Ethereum compatible qui construit notamment sur des bases Ethereum. Vous avez 1 milliard de blockchains qui se lancent en se construisant sur Ethereum. Donc, en fait, Ethereum se rend indispensable parce que c'est la blockchain la plus décentralisée, etc., etc. Sans parler du fait que Ethereum, l'émission de tokens Ethereum va en diminuant avec le temps. Donc, en plus, Ethereum devient déflationniste. Donc, je pense que les gens n'ont même plus besoin d'interagir avec la couche principale d'Ethereum qui est très chère et passent par des blockchains à côté, ce qu'on appelle des L2, des Layer 2. Voilà, donc en fait, Ethereum se rend indispensable et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'interagir avec Ethereum pour que Ethereum performe. Ethereum, en gros, c'est les fondations. Ça serait les fondations d'une maison, hein, si on compare une maison. Et ensuite, vous avez donc tous les étages, d'accord, qui viennent s'ajouter, mais qui ont toujours la même fondation, qui serait Ethereum. Moi, je suis complètement d'accord avec Florian. J'avais jamais investi sur Ethereum avant. Ça m'avait toujours, je sais pas, je trouvais que c'était pas sexy Ethereum. C'était pas cool, tu vois. Mais en fait, à partir d'un certain montant, ben tu te dis bon, tu veux quand même garder ton capital, tu vois, tu veux plus jouer tu vois, à risquer ton argent. Donc c'est pour ça que c'est pour exactement tout ce que tu dis, Florian, que j'ai décidé de mettre quasiment tous mes ronds sur Ethereum et sur Chainlink, qui est aussi dans le même style d'Ethereum. Alors qu'avant c'était des blockchains que je regardais même pas parce c'était des blockchains chiantes. Mais en fait, voilà. Bon, après, il y a de tout. À vous de voir ce que vous préférez. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous ne tombez pas amoureux de vos investissements. Vous pouvez être sur Ethereum aujourd'hui et puis je sais pas, Solana dans une semaine, peu importe. D'ailleurs, Florian, pour finir sur ce chapitre, enfin, sur Ethereum, est-ce que tu penses qu'il y a des chances qu'un jour Ethereum dépasse Bitcoin? Est-ce que ça serait possible? J'ai envie de te dire, tout est possible, surtout si elle se rend toujours plus désirable et utilisable. Mais j'ai envie de dire que Bitcoin a pris une longueur d'avance et Bitcoin a la chance, entre guillemets, d'avoir cette industrie derrière lui qui le pousse à la hausse, qui le fait fonctionner, qui le rend désirable. Mais tout est possible, tout est possible. Franchement, tout est possible. Il ne faut jamais cracher sur l'avenir. Mais, euh, mais j'y garderai pour l'instant, je dirais que Bitcoin restera le boss. J'ai l'impression que le marché, en fait, s'est structuré comme ça et a besoin de cette structure. Je vois mal Ethereum passer devant, mais après que Ethereum passe devant ou pas, qu'est-ce que ça nous change finalement pour nous? Bien sûr, évidemment, c'est complètement imprévisible. Vous comprenez que je pose la question comme ça pour Florian, mais c'est juste impossible. Pour l'instant, dans l'état actuel, Bitcoin est le numéro un. Il n'y a même pas de challenger, il est numéro un. Si quelqu'un connaît une seule crypto, c'est Bitcoin. Et puis Bitcoin, donc c'est, on va dire, moi je l'appelle Papa Bitcoin, c'est le thermomètre de toutes les cryptos. C'est là où se concentre la majorité de la capitalisation. Donc voilà. Après, ce qui se passera dans 2, 5, 10 ans, justement, Florian, on fait une transition sur une de mes dernières questions qui est comment vois-tu l'avenir des cryptos? Tu en as déjà un peu parlé en introduction, où tu disais justement que on ne sait pas si Bitcoin existera dans quelques années. Est-ce que est-ce que tu pourrais nous faire une petite prédiction sur l'avenir des cryptos? Alors, je pense que Bitcoin existera toujours. Donc, je me suis peut-être mal fait comprendre. Je pense que Bitcoin existera toujours. Je pense qu'Ethereum existera toujours. De toute façon, Bitcoin, maintenant, les investissements sont tellement gigantesques derrière. En particulier, comme je te disais, par rapport à l'industrie, les gens qui investissent dans des ASICs, des puissances de calcul pour faire fonctionner le réseau, etc., il y a un vrai intérêt derrière. Euh, donc, je pense que Bitcoin existera toujours. Je pense que les rêves des bitcoiners, à savoir Bitcoin, le futur monnaie mondiale, etc., resteront des rêves. Je ne pense pas que les États laisseront la place. Je ne pense pas que les États-Unis laisseront la place à une monnaie concurrente à côté du dollar ou quoi que ce soit. Je pense que Bitcoin est en train de se ranger dans quelque chose qui va l'installer dans un fauteuil, c'est-à-dire un asset volatile pour investisseurs plus ou moins dégénérés. Euh, voilà, donc je pense que Bitcoin continuera son chemin. Bitcoin a des fonctionnalités quand même, hein. Vous pouvez vous en servir vous-même si vous avez besoin d'envoyer 100 000 dollars
un dimanche à quelqu'un, mais vous pouvez passer par Bitcoin. Donc ça reste non négligeable, il y a vraiment un intérêt. Voilà, je pense que Bitcoin restera, Ethereum continuera son chemin avec des développements qui s'accentueront. Je ne pense pas cependant que tout ce qui tourne autour d'Ethereum, quand je vois les annonces, voilà, dans le gaming, ça va tout remplacer, ou alors les NFT, ça va tout remplacer, etc. Je pense que ça, en tout cas, dans l'état actuel des choses, il y a vraiment beaucoup de choses pour rendre ça accessible à monsieur et madame tout le monde. Ça reste un univers assez compliqué d'accès. Moi qui suis beaucoup sur la finance décentralisée, c'est vraiment pas, faut s'y mettre, quoi. Il y a des termes, des codes, des outils à utiliser pour pas perdre ses cryptos, faut faire attention, il y a encore beaucoup de hacks, de risques en jeu. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin pour que ça soit un outil de tous les jours. Et je pense que j'ai du mal à croire que ça deviendra un outil de tous les jours. Peut-être que ça deviendra un instrument pour institutionnels qui s'utiliseront par exemple entre banques. Ils créeront peut-être leur plateforme de lending à eux, hyper sécurisée. Mais voilà, je pense que ça restera une niche plus ou moins grande, mais ça restera une niche. À mon avis, après, je peux me tromper, hein, je suis pas expert. Bien sûr, tu n'es pas expert et puis vraiment personne ne sait. Alors là, pour le coup, celui qui vous dit non, dans les cryptos, c'est sûr, dans 10 ans, ce sera comme ci, comme ça, personne ne le sait, vraiment. Euh, Moi, déjà, je pense que 99% des cryptos vont disparaître dans les années à venir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de cryptos, ce qui est normal. Chacun soit développe des technologies de son côté, soit crée un shitcoin pour le fun. Mais je pense Mhm. que il y a beaucoup trop de cryptos. Donc voilà, bon, ça peu importe, ça fait partie du jeu. Et pour moi, Florian, c'est 50-50 quant à l'avenir des cryptos. Tout simplement parce que, alors moi, j'aimerais évidemment que les cryptos continuent, mais pour moi, c'est simple. Celui qui décidera si les cryptos continuent ou pas, c'est le gouvernement américain. Ça sera, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si un jour le gouvernement américain décide que les cryptos c'est interdit, on ne peut plus le faire, comme ça a été le cas par exemple pour l'or dans le passé, où il était interdit d'avoir de l'or chez soi. Je pense que les Américains décideront si les cryptos seront toujours autorisés ou pas. Alors vous allez me dire, oui, mais peu importe ce qu'ils veulent, parce qu'en fait les cryptos, on peut les détenir sur une clé chez soi, peu importe, évidemment. Mais vous êtes conscient que si une telle loi ou une régulation est passée un jour, croyez-moi que la valeur des cryptos va baisser énormément, parce que si alors, il faut se dire que si l'Amérique fait ça, vous allez voir que l'Europe va suivre, puis beaucoup d'autres pays. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que si les gens ne peuvent plus acheter de crypto, si c'est interdit, ça voudra dire que l'offre sera moindre, pardon, que la demande sera moindre, et que du coup, comme tout actif, eh ben, le prix de celui-ci descendra automatiquement. J'espère pas. J'espère que Bitcoin est là pour toute la vie, en fait. Et voilà. Ma dernière question, Florian, très simple. Comment souhaites-tu investir dans le futur? Est-ce que tu es quelqu'un qui vise long terme ou est-ce que tu veux juste faire des petits coups à droite à gauche avec des airdrops et ça te va comme ça? Comment tu te positionnes pour les années à venir? Alors écoute, je pense que l'année 2024, en tout cas, est l'année des airdrops. Donc cette année, je vais être à fond sur les airdrops. On verra ce que ça donne. Et avec Ethereum à côté. Je ne pense pas être un investisseur. J'ai quitté cette vision de l'investisseur long terme sur les cryptos parce que j'ai pas envie de hold des cryptos qui se prennent à moins 90% dans la tronche, quoi. Donc ça, j'en ai terminé avec cette vision. Donc quand j'aurai fait des gains, je vendrai. Quand j'aurai fait des beaux gains, je vendrai. Quand j'aurai fait sur des cryptos que je juge qui vont durer des fois deux, je vendrai la moitié puis je laisserai le reste courir, on verra. Mais je vais prendre mes profits désormais. Je ne vais pas me laisser avoir une deuxième fois. Donc voilà, et je pense que, ouais, voilà, comme je disais, je pense que la mentalité de hold n'est pas bonne en crypto parce qu'il y a des hypes qui changent tout le temps. En 2021, c'était la DeFi avec plein de nouvelles cryptos qui se lançaient sur la DeFi, la finance décentralisée qui créait plein de plateformes. Aujourd'hui, la bonne moitié de ces cryptos sont en état de coma. Aujourd'hui, on a des nouvelles avec l'intelligence artificielle qui font des poissons déjà depuis quelques mois. Donc, il faut vraiment savoir, avec les cryptos, il faut être souple, il faut savoir sauter d'une crypto à l'autre. Donc, si je veux investir dans le futur, ça sera à court terme, en prenant mes gains régulièrement, et voilà. Eh ben, je te remercie beaucoup.
Je te souhaite bonne chance dans tes investissements. Merci. Et puis, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. J'espère que on aura répondu à quelques-unes de vos questions. Évidemment qu'il y a encore, tu es d'accord, Florian, qu'il y aurait encore des tas de choses à dire. La crypto, c'est vaste. La crypto, c'est vraiment vaste. Croyez-moi, je pensais là à pas mal de choses pendant que Florian parlait. Donc plein de choses desquelles on n'a pas parlé. On pourrait passer l'année à vous parler de voilà du monde des cryptos, mais en espérant qu'on a suscité votre intérêt. Vous avez beaucoup de contenu en ligne, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, tout simplement, hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même moyen de, si on le souhaite, de comprendre le monde fascinant de la crypto. Et puis voilà, encore une fois, aucun conseil d'investissement, même si je pense que si vous avez un peu d'argent de côté ou que vous savez pas quoi en faire, dites-vous que s'il reste sur votre compte, l'argent ce que vous pouvez en faire aujourd'hui, et ben c'est toujours beaucoup plus que ce que vous pourrez en faire l'année prochaine, et puis ça sera comme ça au fur et à mesure, à cause de l'inflation évidemment. Donc, pourquoi pas investir cet argent dans la crypto, dans des cryptos, dans une crypto, et puis avoir des bonnes surprises dans quelques années. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.